Les êtres humains entretiennent depuis longtemps une relation sombre avec le feu utilisé comme arme. Bien avant qu'il n'existe la moindre machinerie, des armées eurent recours à des tactiques totalement sauvages et cruelles, comme mettre le feu à des cochons vivants et les lancer en courant vers les lignes ennemies juste pour semer la panique, ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, fonctionnait. Le premier lance-flamme mécanique fit son apparition quand les Grecs de l'Antiquité montèrent un tronc d'arbre évidé sur un char et utilisèrent d'énormes soufflets pour projeter de la résine de pine et du soufre, enflammés contre les murailles ennemies. L'Empire byzantin inventa ensuite ce qui allait être connu sous le nom de feu grégeois, un mélange liquide hautement secret qui pouvait même brûler à la surface de l'eau. On le projetait depuis des tubes de bronze pressurisés montés sur des navires de guerre et c'était absolument terrifiant. Les Chinois firent plus tard progresser le concept avec le Pen Wuoqi, un système de pompe mécanique capable de projeter un jet continu et ininterrompu d'huile enflammée. Mais la technologie ne connut pas de changement radical avant 1901, quand un ingénieur allemand, du nom de Richard Fiedler, conçut le premier lance-flamme militaire moderne à pression. Puis, en 1914, un officier allemand et, ironie du sort, ancien chef des pompiers, nommé Bernhard Redmann, réalisa que les mécanismes hydrauliques haute pression des services d'incendie pouvaient être détournés en armes dévastatrices. Il alla même recruter des pompiers civils pour accomplir exactement le contraire de leur métier d'origine, à savoir manier de lourds et dangereux tuyaux en projetant du feu, ce qui posa directement les bases des horreurs de la guerre des tranchées qui allait suivre. Les Allemands développèrent deux principaux types de lance-flammes, une version lourde et stationnaire pouvant contenir des centaines de litres de carburant et une version portable plus légère appelée le Kleinflammenwerfer. Il comportait un grand réservoir cylindrique en acier porté dans le dos grâce à un harnais en cuir, contenant environ 15 à 20 litres d'un mélange d'huile combustible lourde et d'essence légère. Pour expulser le liquide, il utilisait de l'azote hautement comprimé. L'engin pouvait projeter des flammes sur environ 18 mètres et un réservoir plein permettait environ 2 minutes de tir continu, bien que les soldats aient été entraînés à tirer par courtes rafales pour économiser le carburant. Ce dispositif était trop lourd et avait trop de recul pour qu'une seule personne le manœuvre. Il nécessitait donc un équipage de 3 hommes, un pour porter le lourd réservoir, un pour viser la lance et un 3e soldat pour protéger les 2 autres, les servants ne pouvant évidemment pas se défendre eux-mêmes en restant debout à arroser les gens de feu. La première utilisation du lance-flamme au combat eut lieu dans le secteur de Verdun. Des soldats allemands se faufilèrent vers les tranchées françaises avant l'aube et les arrosèrent de flammes. Les Français reprirent rapidement le terrain, mais l'effet psychologique fut un immense succès ou un immense désastre, selon le camp où l'on se trouvait. Les soldats lâchèrent leurs fusils et prirent la fuite en totale panique pour échapper à la fumée suffocante et aux flammes. Les Allemands l'utilisèrent à nouveau, cette fois contre des soldats britanniques inexpérimentés. Attaquant à l'aube, ils arrosèrent les tranchées et poursuivirent en lançant des grenades. Ils causèrent 500 victimes en quelques heures seulement et faillirent anéantir une brigade entière, rien que par la panique que les lance-flammes déclenchaient. Suite à ces succès, le commandement allemand étendit l'unité de lance-flammes à un régiment complet qui mena plus de 600 attaques localisées au feu tout au long de la guerre. Les Britanniques répondirent en créant leur propre arme à projeter des flammes. Mais ils prirent une direction totalement différente. Au lieu d'un sac à dos, ils construisirent le Levens Large Gallery Flame Projector, une machine massive de plus de 2,5 tonnes qui fut secrètement assemblée dans des tunnels souterrains creusés directement sous le No Man's Land. Elle pouvait projeter des jets de feu sur plus de 100 mètres et fut utilisée lors de la bataille de la Somme, incinérant quelques tranchées allemandes, les survivants hébétés préférant se rendre plutôt que de risquer d'être brûlés vifs par ces engins dont ils ne savaient même pas qu'ils existaient. Les Britanniques tentèrent aussi de développer des versions portables à sac à dos, mais abandonnèrent l'idée car elles étaient trop lourdes et avaient une portée trop courte. Il y eut également quelques expériences très précoces pour monter des lance-flammes sur des chars durant la Première Guerre mondiale, mais aucune n'aboutit, le char lui-même étant encore en train d'évoluer vers quelque chose qui pourrait réellement fonctionner. Cependant, malgré leur capacité à renverser le cours de la bataille dans quelques circonstances, opérer un lance-flamme était un travail incroyablement dangereux, comme vous pouvez vous en douter, et pour plusieurs raisons. Premièrement, la mobilité était un cauchemar. Les servants devaient progresser à travers la boue criblée d'obus ou se dresser au-dessus des parois des tranchées pour tirer, ce qui en faisait de gigantesques cibles se déplaçant au ralenti. Les soldats alliés concentraient tous leurs tirs sur les énormes sacs à dos en acier dans l'espoir de les faire exploser. Si l'homme portant le réservoir était touché ou trébuchait et tombait, l'embout était arraché des mains de l'autre servant et le tuyau sous haute pression se mettait à fouetter sauvagement dans tous les sens en enflammant les soldats amis à proximité, ce qui arriva à plusieurs reprises. Par-dessus tout cela,
Une soudaine rafale de vent pouvait rabattre les flammes directement sur les servants, ce qui coûta la vie à plusieurs équipes de lance-flammes allemands. Il y avait enfin la question des règles de la guerre. Le lance-flamme était considéré comme une arme de terreur sadique, infligeant des souffrances inutiles et violant de ce fait la Convention de La Haye de 1907. Les troupes alliées haïssaient donc viscéralement les servants de lance-flammes. Si un servant se rendait ou était capturé, il n'était généralement pas traité comme prisonnier de guerre. Il était exécuté sur le champ s'il avait la chance de ne pas être capturé par l'unité qui avait subi une attaque au lance-flammes de sa part ou de ses camarades. Auquel cas, se faire fusiller aurait semblé une option enviable. Vous voyez ce que je veux dire. Le général américain John J. Pershing alla même jusqu'à émettre un ordre direct selon lequel tout servant de lance-flammes allemand capturé devait être immédiatement abattu. Autrement dit, pas vraiment un métier offrant de bonnes perspectives de carrière. Et ce n'était que le début de l'histoire du lance-flamme, une histoire qui allait d'une façon ou d'une autre ne faire qu'empirer. Et ne vous inquiétez pas, vous allez en entendre parler. Après la Première Guerre mondiale, le lance-flamme fut considéré comme une simple arme d'assaut spécialisée et ne reçut pratiquement aucun développement durant l'entre-deux-guerres. Si bien qu'à l'approche de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ne disposaient que de très rares modèles. Il n'y avait pas d'unité dédiée au lance-flamme et peu d'enthousiasme pour cette arme en général. Mais quand la Seconde Guerre mondiale éclata, les Allemands, je m'en excuse auprès de nos spectateurs allemands, mais ce furent à nouveau vos ancêtres, remirent le lance-flamme en usage intensif dans le cadre de leur tactique de Blitzkrieg. Ils furent également les pionniers des premiers chars lance-flammes, notamment le Flammpanzer III, qui remplaçait le canon principal standard d'un Panzer III par un lance-flamme et vit quelques actions sur le front de l'Est. L'Union soviétique répliqua en introduisant des lance-flammes pièges déclenchés par fil tendu, utilisés notamment lors de la bataille de Stalingrad, et les Allemands copièrent bientôt cette idée pour créer leur propre lance-flammes défensif destiné à protéger les bâtiments. Les États-Unis accusaient initialement un retard en matière de technologie lance-flammes, mais les rapports d'assaut allemands au feu forcèrent les planificateurs américains à accélérer le développement de nouveaux modèles portatifs. Cela aboutit à la création du lance-flamme Moon. Il pesait environ 32 kg et possédait ses deux réservoirs principaux reconnaissables contenant environ 19 litres d'un mélange inflammable propulsé par un réservoir central plus petit de gaz azote comprimé. Sa portée maximale était de 18 à 35 mètres selon les conditions et il fournissait 7 à 10 secondes de tir continu. Le Meun utilisait à l'origine un système d'allumage électrique à pile notoirement peu fiable qui fut remplacé ultérieurement par un système pyrotechnique utilisant des fusées à phosphore blanc. Cependant, les lance-flammes du début de la Seconde Guerre mondiale souffraient de problèmes mécaniques assez sérieux. Par exemple, les mélanges d'huile combustible légère et d'essence brûlaient trop vite et n'adhéraient pas suffisamment aux cibles pour être efficaces contre des fortifications profondes et tenaces. Le service américain de guerre chimique tenta donc de remédier à cela en épaississant l'essence avec du caoutchouc naturel. Mais la conquête rapide de l'Asie du Sud-Est par le Japon provoqua alors une catastrophique pénurie mondiale de caoutchouc. Pour résoudre ce problème, le gouvernement américain lança un programme de recherche top secret. Et ce qu'ils mirent au point fut une nouvelle poudre capable de transformer de l'essence aviation ordinaire et du gasoil en un gel épais et collant qui ne se dispersait pas dans l'air comme les anciens mélanges de carburant. Elle était fabriquée à partir de deux composés chimiques, l'acide naphthénique extrait du pétrole brut et l'acide palmitique extrait de l'huile de coco. En prenant des parties de ces deux mots, naphthénique et palmitique, on obtient le nom que le monde allait connaître sous le terme de napalm. Ce nouveau carburant au napalm fut directement intégré dans le lance-flamme portable américain amélioré, le M2. Des fusées à phosphore blanc allumaient le jet, ce qui constituait une nette amélioration par rapport aux vieux allumeurs électriques peu fiables du Mun. Malgré cette mise à niveau, le M2 n'avait pas encore été utilisé à grande échelle dans la guerre. Mais cela était sur le point de changer. Avant que le lance-flammes américain Men 2 ne devienne tristement célèbre, il faut mentionner comment, en Europe, les Britanniques développèrent le Churchill Crocodile. C'était un char, construit sur le châssis lourdement blindé du Mark VII qui conservait son canon principal de 75 mm, mais dont la mitrailleuse de caisse était remplacée par un projecteur de flammes. Le char remorquait une énorme remorque blindée de 6 tonnes et demie contenant environ 1500 litres de napalm et des bouteilles d'azote, lui offrant 80 secondes de tir à des portées dépassant 120 mètres. Si la remorque à carburant était touchée ou se vidait, l'équipage pouvait la larguer à distance depuis l'intérieur du char grâce à un mécanisme de décrochage rapide. Il se révéla incroyablement efficace lors du débarquement en Normandie et les soldats allemands se rendaient rien qu'à la vue de ces engins approchés.
Le Churchill Crocodile atteignit un taux de réussite de 90% au combat sur tout le théâtre européen, tout en restant curieusement sous-estimé. Pendant ce temps, dans le Pacifique, les soldats américains utilisèrent pour la première fois des lance-flammes contre les forces japonaises à grande échelle lors des combats dans les îles Salomon. Mais c'est à Iwo Jima que les Japonais avaient planifié et préparé un combat d'une nature totalement différente. Le général Tadamichi Kuribayashi savait qu'il ne pouvait pas battre les Américains sur les plages. Il ordonna donc à ses hommes de s'enterrer. Ils profitèrent de la roche volcanique friable de l'île pour construire une vaste forteresse souterraine, plus de 18 km de tunnels, reliant 5000 grottes et 1500 casemates en béton armé. Ces casemates comportaient d'étroites meurtrières avec des champs de tir qui se recoupaient. Elles étaient construites en zigzag avec des tranchées à grenades spécialisées, de sorte que si un marine lançait une grenade à l'intérieur, l'explosion tuerait un ou deux défenseurs japonais au mieux. Les survivants réoccuperaient ensuite la position et continueraient à se battre, ou prendraient les marines américains qui avaient dépassé la casemate qu'ils croyaient détruite à revers. Avant le débarquement des Marines, la marine américaine largua plus de 6800 tonnes de bombes et tira 22 000 obus depuis des navires pendant 74 jours. Et malgré tout cela, le bombardement ne détruisit qu'environ 200 des 1500 fortifications. Les défenseurs attendant sous terre, les Japonais laissèrent les Marines débarquer et s'entasser sur la plage sans qu'un seul coup de feu soit tiré. Ils attendirent plusieurs vagues d'assaut et que les plages soient bondées de Marines. Puis l'enfer se déchaîna, artillerie préréglée, mitrailleuses, tireurs d'élite, mines, tout s'ouvrit en même temps sur les Marines allongées sur la plage à découvert, sans aucune couverture. Ce fut un véritable massacre. Malgré cela, les Marines parvinrent à progresser vers l'intérieur de l'île, au prix d'énormes pertes. Et à la fin de la première journée, ils avaient pris pied à Iwo Jima. Mais le vrai défi ne faisait que commencer. Il s'avéra que sur cette île maudite, les armes conventionnelles étaient pratiquement inutiles. C'était la situation qui faisait désormais du lance-flamme la seule arme capable de véritablement renverser le cours de la bataille. Mais amener le servant de lance-flammes en position pour pouvoir tirer et neutraliser la casemate, c'était, pour le dire simplement, une mission mortelle. 94% des servants de lance-flammes qui posèrent le pied sur Iwo Jima quittèrent l'île dans des sacs mortuaires. Et quand on prend en compte qu'ils devaient sprinter sur terrain découvert avec un sac à dos de 32 kg que l'ennemi savait parfaitement reconnaître, et qu'on ajoute à cela sa portée effective d'environ 18 mètres plus environ 10 secondes de tir, on commence à comprendre que partir dans une telle mission relevait peu ou prou d'un sacrifice conscient. Parce que c'était si dangereux, les Marines opéraient de la façon suivante. Sur un signal convenu, une section de fusiliers se levait et ouvrait un feu nourri de suppression sur les positions japonaises pour les forcer à baisser la tête, pendant que le servant de lance-flamme courait pour sa vie de couverture en couverture à travers un terrain rocheux bombardé. Quand il était à peu près à portée de grenade, il pouvait alors se lever et tirer sur la casemate pour la neutraliser. Il devait ensuite regagner sa position de sécurité avec pour seule arme son pistolet 1911 une fois le lance-flamme vidé. Sans parler de ce qui arrivait si son lance-flamme tombait en panne ou s'il était capturé vivant. On rapporte l'anecdote d'un servant de lance-flamme à Iwo Jima qui se présenta devant l'entrée d'une grotte et tenta de tirer à l'intérieur, mais son arme ne fonctionnait pas. 2 soldats japonais jaillirent, le saisirent et le traînèrent dans la grotte. Je ne veux même pas imaginer ce qui lui arriva, mais on dit qu'on pouvait l'entendre hurler depuis cette grotte pendant 2 jours entiers. Je laisse votre imagination faire le reste. En plus d'arroser simplement la casemate d'un jet de napalm enflammé, si cela n'était pas déjà assez terrible pour les malheureux défenseurs à l'intérieur, les Marines utilisaient aussi une technique appelée la rafale mouillée. Ils arrosaient d'abord la casemate de carburant non enflammé, le laissant s'infiltrer profondément dans les conduits de ventilation et les meurtrières, puis tiraient une seconde rafale enflammée pour tout mettre à feu. Ce qui nous amène à ce qui arrive réellement aux personnes de l'autre côté du jet de napalm et à la façon dont la mort survient. Je dois être prudente ici, mais je vais faire de mon mieux pour vous l'expliquer, afin que vous puissiez ressentir la même consternation que moi lors de mes recherches pour cette vidéo. Il y a en effet plusieurs façons dont le lance-flamme tue. La première et la plus évidente est par brûlure. Si quelqu'un est touché par le carburant enflammé, on peut à peu près imaginer ce qui se passe. Bien que, selon la quantité de carburant, il faille environ 1 minute pour que les effets soient mortels. Et cette minute doit sembler une éternité quand on est, en train de brûler. Même si on est touché par un simple éclaboussure du jet de napalm, il collera à la peau ou à l'uniforme et continuera à brûler. Des brûlures horribles à des degrés divers étaient donc fréquentes pour toute personne se trouvant à proximité d'une attaque au lance-flamme. Mais au-delà des brûlures directes, voilà pourquoi cette arme est si efficace contre ces casemates qu'aucun autre moyen ne permettait d'éliminer de façon fiable.
Le napalm en combustion élève la température de cet espace confiné et la chaleur est si intense qu'elle fait monter la température corporelle de toute personne à l'intérieur. Et quand la température sanguine dépasse environ 43 degrés Celsius, le cœur cède essentiellement en moins de 30 minutes pour quiconque survit au souffle initial. Viennent ensuite les poumons, extrêmement sensibles à une telle chaleur, inhaler cet air surchauffé les brûle de l'intérieur. Ils réagissent alors en gonflant et en s'emplissant de liquide, ce qu'on ne souhaite pas dans l'espace dont on a besoin pour respirer. Similaire aux armes chimiques de la Première Guerre mondiale qui attaquaient les poumons, la victime mourrait pratiquement des effets de la noyade, mais de l'intérieur. La partie vraiment intéressante, si on peut appeler ça intéressant parce que c'est en réalité horrifiant, c'est que la plupart des victimes ne présentaient que des blessures cutanées mineures, voire aucune. Mais elles mouraient toutes précisément à cause des effets que nous venons d'expliquer. Et si tout cela ne suffisait pas, il y a la déplétion en oxygène. En brûlant à l'intérieur de la fortification, le jet de napalm consomme presque entièrement l'oxygène disponible. Quiconque se trouvait dans la casemate perdait connaissance presque immédiatement après l'attaque au lance-flammes. Mais ceux qui survivaient à l'attaque initiale avaient ensuite affaire à l'intoxication au monoxyde de carbone. Jusqu'à 10 minutes après l'attaque au lance-flammes, cette position pouvait être mortelle pour quiconque y pénétrait à cause du monoxyde de carbone. Après avoir entendu toutes ces données horrifiantes, penchons-nous maintenant sur ce qui peut être le plus grand mensonge de l'histoire du lance-flammes. Durant la Seconde Guerre mondiale, le service américain de guerre chimique promut réellement l'idée que le lance-flammes était une arme dite humaine ou miséricordieuse. L'argument était que le choc sur le système nerveux provoqué par une chaleur aussi intense signifiait que la victime ne ressentait probablement aucune douleur, et que la mort survenait instantanément, ce qui le rendait comparable au fait d'être touché par une balle ou par toute autre arme conventionnelle. Essayez donc de vendre ça à quiconque a été témoin des effets du lance-flamme de ses propres yeux, que ce soit en tant que servant ou en tant que personne ayant vu ce qui arrivait à ceux qui étaient touchés, comment ça sonnait, comment ils réagissaient, et peut être le plus choquant de tout, comment ça sentait. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin, c'est exactement pour cette raison, comme vous le voyez maintenant, que les Marines américains purent remporter la bataille d'Iwo Jima grâce aux lance-flammes. Les Marines dirent eux-mêmes que sans eux, la bataille aurait connu des pertes plusieurs fois plus importantes, ou n'aurait être même pas été gagnée. Les Japonais, de leur côté, savaient désormais quelle arme redouter le plus, mais surtout laquelle neutraliser en premier, comme nous l'avons dit plus tôt. Ce qui expliqua bien sûr ces taux de perte vertigineux chez les servants de lance-flammes. Ce qui nous amène à la solution apportée à presque tous les défauts des lance-flammes dorsaux, les chars lance-flammes. Comme vous l'avez entendu plus tôt, ces problèmes de portée réduite, de capacité de carburant limitée et de la fâcheuse tendance du servant à mourir dans les 3 premières minutes du combat furent enfin en partie résolus en blindant l'arme et en lui donnant des chenilles pour porter plus de poids. Pour les Américains, les tout premiers chars lance-flammes furent improvisés à partir du char léger M3 testé dans le Pacifique lors des batailles précédant Iwo Jima. Le matrois Stuart converti reçut ainsi le surnom de Satan. Sa portée était de 35 à 70 mètres et il pouvait embarquer plus de carburant. Mais le char léger Stuart était déjà presque obsolète à ce stade de la guerre, trop petit et trop légèrement blindé pour la mission si dangereuse de transporter du napalm au combat. Lors de leur déploiement, lors de l'invasion de Saipan, ils montrèrent immédiatement leur efficacité. On essaya alors la même chose avec le Sherman 4. Il s'agissait d'une conversion majeure d'un Sherman standard impliquant un processus complexe et coûteux. Mais le résultat était un char lance-flammes capable de projeter des flammes à 120 mètres et d'embarquer environ 1100 litres de carburant. Il y eut 3 versions du Sherman lance-flammes. La première remplaçait le canon principal de 75 mm par le lance-flammes comme armement principal du char et c'est celle qui fut la plus utilisée. Il y avait ensuite la version auxiliaire qui conservait le canon principal du char et remplaçait la mitrailleuse de caisse par le lance-flammes. Et la troisième version était le montage périscope, où le lance-flammes était installé par la trappe de l'aide conducteur, tout en conservant la mitrailleuse de caisse. Cette version avait cependant la fâcheuse tendance à brûler l'équipage du char si elle était touchée, car certaines trappes étaient bloquées par les réservoirs de carburant. Les Marines refusèrent donc de l'utiliser après quelques histoires horrifiantes sur ce qui arriva à l'équipage quand le lance-flammes était touché par le feu ennemi. Lors du débarquement des Marines à Iwo Jima, ils disposaient de 8 nouveaux Shermans lance-flammes qu'ils se mirent rapidement à appeler tout simplement les hippos. Les 8 débarquèrent le premier jour mais furent maintenus en réserve pendant les 2 premiers jours de combat, car ils étaient trop secrets et précieux pour être engagés à la légère. Mais dès que les Marines virent ce qu'ils pouvaient faire, ils furent mis en service continu tout au long de la bataille. Le Zippo Sherman résolut tous les problèmes du lance-flammes dorsal. Et pour aggraver encore les choses pour les défenseurs japonais, il ressemblait exactement à un Sherman ordinaire de l'extérieur.
Ils ne pouvaient pas lui consacrer toute leur attention et tout ce qu'ils pouvaient lui lancer dessus comme ils le faisaient avec les servants de lance-flammes dorsaux. Et quand le Zippo était à portée, entouré et protégé par des Shermans ordinaires, et qu'il ouvrait le feu, il était généralement déjà trop tard pour faire quoi que ce soit. Les Marines devinrent rapidement totalement dépendants des Shermans lance-flammes. Et parce qu'il n'y en avait que 8, ils étaient redirigés depuis leur point de ravitaillement vers l'endroit du champ de bataille où leur présence était la plus urgente. Chaque nuit, des ingénieurs réparaient tous les dégâts de combat qu'ils pouvaient, et ils s'en tinrent à cela tout au long de la bataille. Les Marines suspendaient littéralement leur attaque et attendaient l'arrivée d'un Zippo avant d'avancer. Le char lance-flamme accomplissait en 1 heure ce qu'un bataillon entier de chars et 3 compagnies d'infanterie tentaient de faire depuis une journée entière. Et ce n'était pas une exagération. Du napalm était également largué depuis les airs par des bombardiers ou des chasseurs. Et quelques bombes incendiaires créées à partir de ce mélange furent utilisées pour incendier les villes japonaises. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Les Japonais manquaient d'artillerie lourde et de canons anti-chars à Iwo Jima. Ils devaient donc trouver des moyens créatifs de neutraliser les blindés américains. Et quand je dis créatif, je veux dire pratiquement une mission sans retour pour un ou quelques soldats. La méthode la plus courante était la charge explosive ou la mine magnétique type 99 qu'un soldat japonais plaçait à la main sur les Shermans. C'est ainsi que l'équipage de tourelle de l'un de ces 8 Zippo Sherman fut tué quand un soldat japonais se fit exploser sur le pont moteur. Mais la plupart des assaillants étaient fauchés bien avant de pouvoir atteindre le char. Et on n'aurait surtout pas envie de charger un char lance-flamme en particulier. Ce qui se produisit à quelques reprises sur Iwo Jima et plus tard sur Okinawa. Eh bien, vous pouvez imaginer comment cela se termina. Tout au long de la bataille d'Iwo Jima, les Zippo Sherman brûlèrent au total environ 1 360 000 litres de mélange napalm. Le même scénario se répéta ensuite à Okinawa avec les leçons apprises, et cette fois 54 Zippo Sherman étaient prêts pour l'invasion. En presque 3 mois de combats ininterrompus, le bataillon lance-flammes fut crédité de plus de 4 700 soldats japonais tués et 49 capturés, contre des pertes de 8 tués et 111 blessés. Ils brûlèrent environ 760 000 litres de napalm, et bien que sur les 54 chars lance-flammes, 41 furent mis hors service à un moment ou un autre, ils en remirent 26 en service et contribuèrent énormément à la victoire dans cette bataille. Après Iwo Jima et Okinawa, l'armée éleva la production de chars lance-flammes à la priorité la plus haute possible, le même niveau attribué au bombardier 29 et à la bombe atomique. Parce que l'invasion terrestre du Japon était planifiée, 70 autres chars lance-flammes étaient prêts quand les Japonais se rendirent finalement. Après la guerre, les chars lance-flammes furent conservés et virent quelques combats en Corée. Cependant, le Sherman était désormais une plateforme vieillissante. On prit donc la même idée et on l'appliqua au Me-48 Patton, créant ainsi le Me-67 ou le Patton Zippo. Il embarquait environ 380 litres de carburant supplémentaire et plus de 100 d'entre eux furent produits et virent le combat durant la guerre du Vietnam. Il y eut aussi le Ma-132, le même concept mais appliqué cette fois aux véhicules blindés de transport de troupes Ma-113. Ces engins opéraient dans les combats en jungle contre les positions de guérilla et les tunnels et pour détruire les pièges dans la végétation dense. Les Nord-Vietnamiens utilisèrent également des lance-flammes dorsaux de fabrication soviétique et chinoise dans quelques engagements où ils stupéfièrent des Marines américains en rampant jusqu'à leur bunker et en projetant des flammes par-dessus eux. La guerre du Vietnam allait cependant être le dernier conflit majeur où des lance-flammes furent utilisés contre des cibles humaines à une telle échelle. Et cela pour une seule raison. Pour la première fois, la guerre fut largement diffusée au monde entier par les médias télévisés. Et les gens pouvaient enfin voir réellement ce que ces armes pouvaient faire. Bien sûr, le même mélange napalm était aussi largué depuis les airs, ce qui le rendait encore plus horrifiant, car c'était notoirement imprécis et contribua à de nombreuses pertes civiles et incidents de tirs fratricides. Mais le monde était en train de changer d'opinion sur de telles armes. Et même à travers ces images de reportages lourdement censurées et remontées, la vérité commençait lentement à faire surface. Vous avez certainement vu ces célèbres photos de civils, de villages et des séquelles du napalm que nous ne pouvons pas vous montrer ici. C'est donc sous la pression croissante de l'opinion publique et parce que les lance-flammes devenaient moins utiles en dehors des conditions très spécifiques rencontrées à Iwo Jima qu'ils furent progressivement rangés dans les arsenaux. Ils ne furent plus utilisés à grande échelle, après 1978, bien que les lance-flammes sol déployés contre des cibles militaires légitimes soient techniquement encore légaux au regard du droit international à ce jour. Et connaissant ce dont les êtres humains sont capables, il ne me surprendrait pas de les voir réapparaître lors d'un quelconque retournement de situation, les rendant à nouveau efficaces.